Chapitre 1. Le claquement de la porte résonna plusieurs secondes entre les parois du vestibule. Paul, défait, se laissa tomber dans son fauteuil tandis que Léa dévalait les escaliers écumante de rage. En débouchant sur le trottoir, elle bouscula sans y prêter attention une jeune femme qui marchait à petits pas rapides, les yeux vissés au sol, pressant un mouchoir en papier contre sa lèvre fendue. Paul tenta de reconstituer mentalement l'enchaînement des faits. Quand les choses avaient-elles commencé à s'envenimer de la sorte? La semaine dernière, quand Léa était rentrée à l'aube, passablement éméchée? La fois où il l'avait surprise dans les bras de ce jeune type à l'allure patibulaire? Ou l'été dernier, lorsqu'ils s'étaient violemment opposés pour une simple histoire d'horaire de sortie? Toujours est-il qu'il ne reconnaissait plus sa fille, cette enfant simple et joyeuse avec qui il avait partagé tant de rires et de complicité. Il se sentait subitement vieux, dépassé, aigri. Il saisit son téléphone. Après une brève hésitation, il sélectionna un numéro dans le journal d'appel. La communication remontait à 1 semaine exactement, le temps qu'il lui avait fallu pour oser rappeler. À son grand soulagement, il tomba directement sur la messagerie. « Sophie, c'est Paul. Je sais, j'aurais dû te répondre depuis plusieurs jours, mais c'est un peu dur pour moi en ce moment. C'est Léa. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux... » Jamais il n'aurait imaginé formuler un jour une telle proposition. Lui qui avait réglé toute sa vie en fonction des sorties, des jeux, des coups de blouse, des otites, des horaires de l'école, des cours de danse, des goûters d'anniversaire, et qui n'aurait pas imaginé un instant qu'il puisse en être autrement. La phrase ne parvenait décidément pas à franchir ses lèvres. Je pense qu'il vaudrait mieux, que ce serait peut-être mieux, bien si, comme tu es de retour à Paris, voilà, je voulais te demander si tu pourrais l'apprendre avec toi quelque temps. Je ne te demande pas de me répondre tout de suite, réfléchis-y. Je te rappelle dans quelques jours. Il raccrocha rapidement, sauvegarda le numéro dans son répertoire et resta songeur un long moment. Après tout, ce n'était peut-être pas si mal que Sophie refasse subitement surface. Quant à savoir si cela avait un rapport avec l'attitude de sa fille, aurait-elle trouvé le moyen de contacter sa mère pour demander qu'elle revienne vers eux? Léa avait-elle délibérément choisi de se rendre désagréable pour inciter son père à l'envoyer chez elle? Peu probable. D'ailleurs, Sophie n'avait même pas mentionné le nom de sa fille dans le message qu'elle avait laissé à Paul 7 jours auparavant. Un coup d'œil à sa montre le jeta sur ses pieds. Merde, à cette heure-ci, le périph' serait déjà saturé. À tous les coups, il allait être en retard. Allez, mais roulez, bordel, on n'avance pas. Bien sûr, Paul savait que ces imprécations ne lui feraient pas gagner la moindre seconde. Les mains moites, il changeait fréquemment de voie, rétrogradait, freinait brusquement. Il avait toujours l'impression agaçante que les autres files avançaient mieux. Cette camionnette là devant, il aurait juré l'avoir dépassée 2 kilomètres plus tôt, au prix d'un slalom quelque peu osé. Voilà que sa file venait de s'immobiliser subitement, remontée tranquillement mais sûrement par tous ceux qui quelques secondes plus tôt avançaient encore au pas. Casque jaune, bottes noires, combinaison rouge, un motard se frayait adroitement un passage parmi le flot de véhicules, dépassant Paul dans un vrombissement rageur. En quelques secondes, il disparut à l'horizon. En voilà un qui avait tout compris, gonflé et pas frileux. La sonde extérieure du confortable break de Paul affichait -3 degrés. Il se demanda si, en vendant la voiture... Ouais, mais pas question que Léa monte sur une moto, même avec son père au guidon. Et puis, dès qu'il s'agirait de trimballer des courses ou d'acheter un meuble en kit, oups, coup de frein. Paul se rabattit dans la file de droite, tandis que celle du milieu s'immobilisait à son tour. La vache, cette fois-ci, c'était bel et bien un bouchon. Coincé dans le troupeau d'acier qui crachait vainement les relents fétides de ces milliers de moteurs surpuissants, Paul eut pour la première fois la conscience très nette de son inutilité. Époux malheureux, père moyen, employé moins performant qu'il souhaiterait, consommateur docile, il se sentit subitement comme un grain de sable perdu dans l'immensité du désert, aggloméré à des milliards de ses semblables aussi insignifiants que lui. Première, point mort. Première, seconde, frein. Frein à main. Première, point mort, frein à main. Couper le moteur. À perte de vue, des voitures immobiles, des conducteurs résignés ou énervés, fatalistes ou stressés, mais tous aussi prisonniers les uns que les autres. Prisonniers de leurs joujoux chèrement acquis, clim, Jean-Talus, GPS, intérieur cuir. Intérieur cuir ou pas intérieur cuir? J'en ai parlé au banquier, on peut étaler sur 8 ans. Intérieur cuir. On n'est pas parti en vacances cette année, et puis il y a les 1500 € de tante Berthe. Oui, elle consomme un peu plus, mais c'est vraiment une belle voiture. Les 4 roues motrices,
On sait jamais, ça peut vous sauver la vie sur une plaque de verglas. Ah non? Sur le verglas, ça change rien? Oh ben, je l'achète quand même, rien que d'y penser, je me sens plus en sécurité. Combien avaient éteint leur moteur? À en juger par les fumées qui s'élevaient en colonnes opaques et verticales dans l'air glacial, très peu. Pas assez cher le gasoil, pas encore assez rare. La crise? Quelle crise? Paul additionna mentalement le prix de toutes les voitures immobiles, pare-choc contre pare-choc, symbole dérisoire de liberté, de puissance, de plaisir. Dans les pubs, à la télé, la nouvelle sportive indépendante et nerveuse avec EMP, GRTS et ADI de série n'est jamais coincée dans un bouchon. Depuis le jour magique de leur achat, on est retourné 3 fois dans le garage pour l'admirer avant de se coucher, les joujoux sont devenus des boulets. Des cages dorées pour des conducteurs blasés pris au piège de leur plein gré, en toute connaissance de cause. Le pavillon sur ces 4 arts de terrain, ils le payaient bien cher, et pas seulement à cause du crédit sur 25 ans. 5 fois par semaine, 4 ou 5 heures de trajet. Même le pain, on le cherche en voiture. La première boulangerie est à 2 kilomètres. À midi, malbouffe obligatoire. Le soir, trop crevé pour cuisiner, pizza surgelée ou cornflakes télé. Le samedi, l'hypermarché, le magasin de bricolage, les vêtements pour les gosses. Ah zut, il faut tailler les tuyas, balayer l'allée. Heureusement, il reste le dimanche pour profiter de la pelouse, à supposer qu'il fasse beau, ce qui statistiquement arrive plus fréquemment en semaine. Et qu'il n'y ait rien d'autre au programme, bien sûr. Dès qu'on te fait des intempéries, des matchs de foot du petit et des invitations chez belle maman, il restait grosso modo 9 dimanches dans l'année. Comme par hasard, ceux que les voisins avaient choisis pour passer la tondeuse, enfumer tout le quartier en grillant des sardines ou inviter une horde de gosses braillards à s'ébattre dans la piscine. Et vive la maison au calme, avec son joli petit jardin. Sur le prospectus, ça le faisait bien. Paul tenta ensuite d'évaluer le coût de cet embouteillage. Milliers de tonnes d'acier, d'aluminium, de fibres de verre et de caoutchouc, dizaines de milliers de litres de carburant qui se distillaient mine de rien dans une atmosphère déjà toxique. Centaines de milliers d'heures de travail perdues jour après jour, bouchon après bouchon. Gamins réveillés aux aurores, en crèche de 7h à 19h, épuisés, intenables, hyperactifs, ou léthargiques et pleurnichards. Mauvaise note en classe, torture quotidienne des devoirs, disputes, privés de piscine samedi, rien ne les intéresse à part la console. Et puis le stress, les dépressions, les divorces, les je n'en peux plus, je m'en vais, tant pis, on revendra la maison, quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour qu'on ait une belle vie, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu crois que c'est facile pour moi avec la vie que je mène? Il faudra tout acheter en double, le frigo, la télé, le lave-linge. Je sais, c'est pas drôle, mais il n'y a plus d'autre solution. Les ulcères, les enfants 1 semaine sur 2, les gosses sans foyer, ou à double foyer comme les lunettes de mémé, les crédits qu'on regroupe, les nouveaux crédits qu'on prend, en oubliant de préciser qu'on en a déjà regroupé plusieurs autres chez un usurier. Les acheter maintenant, payer dans 3 mois, les huissiers, Paul sursauta. Le hurlement de la sirène lui déchira le cerveau. Le souffle du passage de l'ambulance secoua légèrement sa voiture. 2 motards ensuite, de la police, ceux-là. Eux n'avaient pas besoin de zigzaguer. Heureusement, la bande d'arrêt d'urgence était dégagée pour une fois. 3 minutes plus tard, le troupeau d'acier se remit en mouvement, très lentement, mais avec une fluidité surprenante. Nouveau gyrophare, police et pompiers cette fois. Ça a dû arriver près du pont. La police règle la circulation. Bizarre, on ne voit rien. Juste une camionnette arrêtée un peu sur la droite, tout près de la glissière. Bah, c'était rien, ils en font un cirque pour un peu de tôle. C'est en dépassant la camionnette que Paul vit. Il n'aurait pas dû tourner la tête, un réflexe idiot, juste pour voir si la calandre était vraiment très abîmée. En fait, elle n'avait presque rien. Phare cassé côté rail, un peu de verre sur l'asphalte. La combinaison rouge, disposée au sol, dans une configuration bizarre. Modèle hiver d'un côté, été de l'autre, le tout au milieu d'une grande flaque couleur assortie. Le casque jaune n'avait pas été retiré, pas besoin. La moto un peu plus loin, définitivement immobile. Les policiers prenaient tout leur temps. En voilà un qui se les gèlerait plus sur le périph' et ne montrait plus jamais de meubles en kit. Il ne serait plus non plus en retard désormais. En tout cas, pour ce qui était de l'ultime voyage, il avait pris une belle avance. 60 ans d'avance, si ça se trouve. Paul pensa à une femme, à des enfants, dans le métro ou à l'école, ignorant encore que le son de sa voix s'effacerait peu à peu de leur mémoire. Dernière minute d'un bonheur relatif dont il ne réalisait sans doute pas la valeur. Pourvu que ces deux-là ne se soient pas quittés ce matin sur un claquement de porte ou sur un reproche. Nauséeux, abattu, Paul arriva au bureau avec une demi-heure de retard. À l'étage,
Sonia l'accueillit avec une grimace embarrassée. « Bonjour, Paul. Le fort veut te voir. »« Quand ? » ?»« Là, tout de suite. Il avait l'air de mauvais poil. J'espère que ça ira. » ajouta la secrétaire avec sollicitude. Paul regagna l'ascenseur d'un pas lourd. Un seul étage le séparait du bureau du patron, mais comme tous les employés du groupe, il aurait été bien en peine d'indiquer où se trouvait l'escalier. Dans la cabine, une jeune femme aux yeux tristes croisa son regard. « Mauvaise journée, vous aussi ?» semblait dire sa petite moue, accompagnée d'un haussement d'épaules résigné. Même si leur trajet commun n'avait duré qu'une dizaine de secondes, Paul eut l'impression d'avoir été aussi bien compris que s'il avait raconté ses malheurs 1 heure durant. Par un étrange phénomène de persistance, il voyait encore le regard marron légèrement pailleté d'or, les cheveux noirs bouclés et le grand châle en laine bordeaux, alors que la secrétaire de direction l'introduisait chez le boss. Un détail l'avait frappé, la lèvre supérieure, enflée, barrée d'une ligne pourpre. Il n'eut guère le temps de se demander quelle souffrance physique ou morale pouvait se cacher derrière cette blessure. « Fischer, ce n'est pas pour vous mettre la pression. » Était-ce une tentative de jeu de mots ? Même pas sûr. Lefort n'avait aucun humour. « Mais je m'inquiète des résultats très moyens de votre service ces derniers mois. Qu'est-ce que vous fichez, bon sang ? Vous savez qu'on ne peut pas se permettre le moindre relâchement par les temps qui courent. Nos concurrents n'attendent que ça pour nous mettre au tapis. Déjà qu'on a perdu un paquet avec le coup des hôpitaux tchèques, il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Ne m'obligez pas à prendre des mesures drastiques. J'ai des comptes à rendre, moi, vous savez. Nos actionnaires ne sont pas des philanthropes. Allez, je ne vous retiens pas, déjà que vous arrivez souvent tard ces jours-ci. » Paul savait d'expérience que toute réponse eût été superflue. Lefort avait une notion assez personnelle des entretiens, sans parenté aucune avec une forme quelconque de dialogue. Il quitta le bureau sur un signe de tête qui se voulait à la fois contrit et énergique, histoire de laisser entendre au patron qu'il faisait pleinement allégeance et se repentait de ses retards, mais qu'il allait passer un sabon circonstancié à ses collaborateurs. Il ne put s'empêcher de songer que chaque jour, des milliers de patrons de par le monde convoquaient des milliers de subordonnés pour adresser exactement le même message, dans les mêmes termes, ou presque, pendant que des milliers de conseils d'administration se frottaient les mains en comptant les substantiels bénéfices supplémentaires que la crise leur permettrait d'engranger, grâce à la précarisation du travail qu'on l'accusait de générer. Il eut également une pensée pour tous les entrepreneurs qui, malgré leurs efforts, tombaient au champ d'honneur du libéralisme mondial, faute d'avoir réussi à encaisser un durcissement de la concurrence ou une élévation des charges. De retour dans son bureau, il ressortit ses documents d'objectifs du mois et entreprit de dresser les statistiques pour le prochain CA. Vers 10h30, son téléphone sonna. La ligne intérieure. « Paul, tu ne m'as pas dit comment ça s'est passé chez Lefort ? » Discours habituel, 28 secondes, dont 4 pour me rappeler que je suis souvent en retard le matin. C'est dégueulasse. Il sait très bien que tu restes le soir jusqu'à pas d'heure pour boucler des dossiers et que tu n'en tires aucune gloire. Bah, tu sais bien que c'est comme ça partout maintenant. Mais tu fais bien de me rappeler que je passe beaucoup de temps au bureau. Je devrais me consacrer un peu plus à Léa, si je veux pacifier nos relations. Toujours pas de mieux ? Non, je te raconterai à l'occasion. Allez, au boulot maintenant. Ah, attends, pendant que tu montais chez Lefort, quelqu'un a essayé de te joindre. Il a laissé son numéro, c'est un notaire, je crois. Veux-tu que je le rappelle et que je te le passe ? Oui, merci Sonia. 30 secondes plus tard, la discrète mélodie du téléphone retentissait à nouveau. Monsieur Fischer, maître Nussbaumer à Colmar. Excusez-moi si j'y mets peu de forme. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Monsieur Émile Brech est décédé. C'était votre grand-père maternel, c'est bien cela. Toutes mes condoléances. Durant le bref entretien qui suivit, Paul apprit que son grand-père avait fini ses jours à l'hôpital au terme d'un séjour de 8 mois. Il n'en avait rien su. Mais qui le lui aurait appris ? Ses propres parents étaient décédés depuis 11 ans. Eux seuls avaient assuré jusqu'à leur mort un semblant de lien avec Pépé Émile. Quelques nouvelles sporadiques par téléphone. Il a fait une grosse grippe, mais ça va mieux. Tiens, au fait, papy a eu 75 ans la semaine dernière, il vous passe le bonjour. Paul et son frère avaient quitté le nid familial depuis une vingtaine d'années. Lionel et lui n'avaient plus vu leur grand-père depuis l'accident de plongée qui les avait fait orphelins. À l'enterrement des parents, ils s'étaient embrassés brièvement, avaient échangé quelques banalités d'usage dans l'arrière-salle d'un restaurant, puis chacun était retourné à ses occupations coutumières. La mère de Paul et Lionel était fille unique. Émile était donc la seule parenté qui subsistait dans le Haut-Rhin. Les Fischer, eux, étaient tous parisiens. Bien que son nom ait pu le laisser supposer, le père de Paul n'était pas alsacien. Il fallait remonter au début du XIXe siècle pour trouver des ascendants originaires de Strasbourg. L'enterrement d'Émile Brech aurait lieu le vendredi suivant, ainsi que l'ouverture du testament.
Cela permettrait de faire d'une pierre deux coups. Mulbar, ce n'était pas la porte à côté. Surtout pour Lionel, installé à Tokyo depuis 6 ans. Lionel, salut frangin, je te dérange pas? Non, je regardais un film débile et je m'endormais sur le canapé. Mais ça fait plaisir de t'entendre, tu vas bien? Oui, des hauts, des bas, comme tout le monde. Avec Léa, c'est dur en ce moment. Et puis Sophie a cherché à me rejoindre la semaine dernière. Ça a remué plein de choses. J'imagine, en effet. Mais tu vas bien, c'est sûr? C'est si rare que tu m'appelles. Et pareil pour toi, mon grand. Oui, c'est vrai. Alors, quelles sont les nouvelles? Une mauvaise nouvelle, mais rien de vraiment grave. Enfin, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais Papy Émile a décidé. Ah, il était malade? Eh bien, je ne sais pas en fait. C'est le notaire qui m'a appelé. Il paraît qu'il a passé 8 mois à l'hôpital. Zut, c'est moche. Et l'enterrement? C'est vendredi. Tu penses que tu pourras venir? Non, franchement, ça ne serait pas raisonnable. Si maman était encore là, je viendrais pour la soutenir. Mais là, tu sais, je n'avais aucun lien avec papy. Oui, je sais, moi non plus. Mais je vais y aller, ne t'inquiète pas. Je peux m'arranger. Il faut rencontrer le notaire de toute façon. Par rapport au testament, je ne sais pas s'il acceptera de l'ouvrir si tu n'es pas là. Je peux te faire une procuration. Donne-moi ses coordonnées pour que je lui adresse une copie. Mais je te fais confiance, hein. S'il y a un pactole, tu ne m'oublieras pas, promis. Promis, frangin, je te rappellerai dès que j'en saurai davantage. Sinon, ça va ta vie à Tokyo? Comme toujours, business, business. C'est un peu la folie côté boulot. Mais je gagne bien, alors je ne me plains pas. Et côté cœur, tu n'as toujours pas trouvé une gentille Tokyoïte pour te dorloter le soir quand tu rentres du bureau? Ouf, j'ai pas trop de temps pour ce genre de choses, tu sais. Mais si j'ai besoin de compagnie, je sais où en trouver. Ne t'inquiète pas pour moi. Bon, eh bien, je te laisse à ton film. Je t'appelle quand j'aurai vu le notaire. Pense à la procu et fais gaffe au karoshi. Je fais gaffe, promis. Ciao, frangin. Salut Lionel. Voilà, il n'y avait rien à ajouter. Il serait le seul membre de la famille à l'enterrement du grand-père. Il s'imagina l'église vide, le curé marmonnant les formules de circonstance en réprimant un bâillement. Ou le pasteur, peut-être. Il croyait se souvenir que du côté de sa mère on était protestant. Il espérait que papy Émile avait au moins quelques amis dans le village, histoire de ne pas marcher seul derrière le cercueil. Pour l'heure, il s'agissait d'organiser son absence en fin de semaine et surtout de trouver une solution pour Léa. Pas question de la laisser livrer à elle-même dans Paris avec les bêtises qu'elle faisait ces derniers temps. Elle avait beau avoir 16 ans, elle ne se comportait décidément pas de façon très responsable. À ce stade, Paul n'avait même pas réalisé que la place de la jeune fille était tout simplement aux côtés de son père pour honorer la mémoire d'un arrière-grand-père qu'elle n'avait vu que 2 fois dans sa prime enfance et dont elle n'avait pas le moindre souvenir. Chapitre 2. Quand partons-nous? La question avait surgi naturelle, limpide, de la bouche de l'adolescente. Paul réalisa alors que pour sa fille, le lien familial était plus évident que pour lui-même. Elle n'envisageait même pas de manquer ce dernier rendez-vous avec l'aïeul. Nous partirons vendredi matin, vers 7h. L'enterrement est à 14h30. Normalement, nous pourrons encore passer chez le notaire en fin d'après-midi. Après, on avisera. Si je suis trop crevé pour rentrer à Paris, on prendra une chambre d'hôtel à Colmar. Tu vois, si tu avais accepté pour la conduite accompagnée, j'aurais pu... Léa, ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Pense plutôt à tes études. Si tes notes... Papa, ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Si tu me laissais un peu plus... Léa... reprit Paul, un ton au-dessus. Mais il n'acheva pas sa phrase, préférant ne pas mettre d'huile sur le feu, alors que l'annonce de la mort d'Émile les avait rapprochés dans une espèce de solidarité émue. Depuis l'altercation du matin, de l'eau avait coulé sous les ponts. La tension retombée, Léa s'était montrée presque affectueuse, regrettant autant que son père la violence des propos échangés au-dessus des cornflakes. Dès son retour du lycée, elle s'était mise à ses devoirs, non sans avoir rangé auparavant les restes du petit déjeuner. Elle savait que son père détestait trouver la cuisine en désordre lorsqu'il rentrait du boulot, largement après 20 heures le plus souvent. « J'ai fait réchauffer le reste des lasagnes d'hier. En veux-tu » Paul ne se fit pas prier pour se mettre les pieds sous la table. Il contempla longuement sa fille, occupée à préparer une grande salade. Il lui sembla que l'adolescente s'était pour une fois départie de son air buté qui lui tapait tant sur le système. Sophie est passée vers 7h. Ton message l'a inquiétée. Je lui ai dit de ne pas trop s'en faire, que je suis juste un peu casse-pied en ce moment. Elle ne s'était jamais résolue à appeler sa mère autrement que Sophie.
Déjà bien avant que cette dernière ne fasse ses valises pour la première fois, l'année de ses 3 ans, l'enfant avait persisté à s'en tenir au prénom, malgré l'insistance des parents en faveur de maman. Paul s'étonna du naturel avec lequel Léa évoquait cette visite, comme si elles avaient l'habitude de ces moments en tête-à-tête qui font le charme des relations mère-fille. Bon sang, ça faisait quand même 4 ans qu'il n'avait pas eu la moindre nouvelle. Pas un coup de fil, pas une lettre, pas le moindre texto, nada. Aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, ni même sur quel continent. Comment as-tu eu notre adresse? S'étonna Paul. La dernière fois que nous l'avons vue, nous habitions encore Nanterre. Par Lionel. C'est aussi par lui qu'elle a eu ton nouveau numéro de portable. Ils sont toujours restés plus ou moins en contact. Ah, c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas eu l'air surpris quand je lui ai dit qu'elle avait refait surface. Tu lui as parlé récemment? Oui, forcément, je lui ai dit pour papy. Et elle, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Bof, pas grand-chose. Elle était pressée, elle devait aller au vernissage d'une amie, qu'elle a aidé pour la conception de l'expo. C'est pour ça qu'elle est rentrée en France. Pas pour moi, tu t'en doutes. Léa, ne te torture pas. Tu sais comment elle est. Ce n'est pas parce que je le sais que ça ne m'atteint pas. Elle m'a dit aussi qu'elle avait très envie de nous rencontrer depuis son retour, mais que tu n'as répondu à son message qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je remettais de jour en jour depuis la semaine dernière. Je suis désolé. Je sais que c'est important pour toi de la voir, même en pointillé, entre 2 portes ou 2 avions. Mais là, je ne me sentais pas la force. Tu sais quel bazar ça met à chaque fois qu'elle réapparaît. Tu as peur de recoucher avec elle? Qui t'a dit? Laisse tomber, papa. Elle m'a raconté pour la dernière fois. Que tu l'as supplié de rester pour de bon et tout ça. Écoute, Léa, ce sont nos affaires, tout ça. Des affaires d'adultes. Mais papa, j'ai plus 6 ans, merde. Tu penses vraiment que je ne peux rien comprendre? Tu crois que je suis trop conne, c'est ça? Aïe, voilà que le ton montait de nouveau. Encore 2 ou 3 phrases malheureuses de ce genre et ça serait reparti pour une scène. Paul décida de quitter le terrain des mots avec lesquels il jonglait si maladroitement comme avec autant de grenades dégoupillées. Il prit sa fille dans ses bras, qui tout double. Mais contrairement à ce qui s'était produit 15 jours plus tôt, lors d'une telle tentative, elle ne le repoussa pas en hurlant. Elle enfouit son nez au creux de son épaule, resta silencieuse 1 minute, puis conclut. Le dîner crame. Ils croquèrent sans mot dire leur lasagne racornie, puis mastiquèrent la salade, dont le principal mérite fut d'atténuer un peu l'arrière-goût de charbon qu'ils avaient en bouche. C'est Paul qui reprit la parole, une fois les assiettes vidées et le plat mis à tremper pour la nuit. Excuse-moi si je te traite encore souvent comme une petite fille. J'ai du mal à réaliser à quel point le temps a passé. Tout est allé si vite. Parfois je voudrais que... Sa voix se brisa, et il ne parvint pas à finir sa phrase qui s'acheva dans un sanglot. Léa contourna la table. Ce fut elle cette fois qui prit son père dans ses bras, avec pour effet de le faire fondre en larmes. Des torrents de pleurs entrecoupés de hoquets. Ce flot incontrôlable se déversa pendant 5 bonnes minutes, avant de se muer peu à peu en un immense fou rire qui les secoua 5 minutes supplémentaires. Était-ce le soulagement d'avoir pu éviter cette fois une nouvelle altercation, le contre-coup des émotions de la journée, le bonheur de s'enlacer, après tant de moments de tension, l'émotion déclenchée par la visite de Sophie ou par la disparition de papy? Je sais que ça a été dur pour toi, papa. Reprit Léa lorsqu'ils parvinrent à s'apaiser. Tu n'as pas vécu toutes ces années. Ne dis pas ça, ces années ont été merveilleuses et je ne regrette rien. Même pas d'avoir vécu seul, sans personne pour t'épauler ou te câliner? D'habitude, les célibataires peuvent en profiter et s'éclater. Toi, tu n'as pas pu, à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. Je n'en avais pas envie, c'est tout. Mais c'est vrai que lorsque ta mère est revenue et qu'elle m'a fait le coup de « ça y est, j'ai enfin compris tout ce que j'avais perdu en te quittant et je peux rattraper le temps perdu », je suis tombé dans le panneau direct. J'y ai vraiment cru, tu sais. C'est vrai, je peux te le dire maintenant, car tu n'es plus un bébé. J'ai redécouvert l'amour et le plaisir, et là je me suis demandé comment j'avais pu m'en passer pendant 9 ans. La suite, tu la connais. Un matin, elle a repris son baluchon, et elle a disparu une fois de plus. Sans mot d'excuse, sans un adieu, sans laisser d'adresse. Là oui, c'est vrai, j'en ai bavé. C'est pour ça que nous avons déménagé. Je ne pouvais plus supporter de voir l'appartement de Nanterre, où avaient eu lieu nos retrouvailles, et où j'avais bien cru retrouver le bonheur. 3 mois et demi. Putain, 3 mois et demi. C'est tout ce qu'elle a réussi à me donner en 13 ans. Et les années de chagrin qui ont suivi, c'était un petit bonus à sa manière. Léa avait écouté son père avec une attention extrême, osant à peine respirer, consciente de la rareté de cet instant sincère, fragile. Moi qui croyais qu'il n'y a que les ados pour savoir ce que souffrir veut dire, murmura-t-elle. Ce matin, sur le périph', j'ai réalisé tout à coup à quel point notre vie est débile. Auto, boulot, dodo, à longueur d'année. Pour courir après je ne sais quoi, qui ne nous satisfera pas de toute manière.
parce que dès qu'on obtient quelque chose, on passe direct à un nouveau caprice, sans en avoir vraiment profité. Toujours plus, plus vite. Et puis un jour, on relâche son attention, une demi-seconde, et tout bascule. J'ai vu un type se tuer en essayant de gagner quelques minutes. Après ça, que signifie encore le temps qui passe? Pour lui, pour sa femme et ses enfants, s'il en avait. Tant qu'on court, les heures filent comme des secondes. Il suffit de rater une marche pour que le temps s'arrête. Combien d'années longues, comme des siècles, pour apprendre à faire son deuil. Je ne parle pas pour moi. Par rapport à papy, je le connaissais à peine, et ça aurait été pareil, en ce qui me concerne, s'il était mort l'année dernière, ou il y a 5 ans. Nous ne comptions pratiquement pas l'un pour l'autre. Comment ça se fait? C'était ton grand-père quand même. Moi j'adorais papy Jean-Claude et mamie Martine. J'ai été super triste quand ils ont eu leur accident. Je me suis même fait des films où en fait ils ne s'étaient pas noyés, mais avaient découvert l'entrée d'une caverne sous-marine pleine d'or et de pierres précieuses qu'ils avaient suivies jusqu'à déboucher sur une île déserte et paradisiaque. J'imaginais qu'un jour ils reviendraient chargés de trésors et plus beaux encore qu'avant. Tu ne m'avais jamais raconté ça. Si moi je n'ai jamais trop pensé à mon grand-père ces derniers temps, je suppose que la mort de mes parents y est pour quelque chose effectivement. Nous avions plus personne pour faire le lien, il manquait un maillon dans la chaîne. En fait, ça remonte bien au-delà de l'accident des parents. Nous vivions loin de lui, maman n'aimait pas trop retourner en Alsace, papa et elle passaient tous leurs vacances à faire du sport et à voyager. Je crois que maman était contente d'échapper à ses origines modestes. Quand nous sommes devenus adultes, Lionel et moi, ça n'a rien changé, au contraire. Nous étions encore plus éloignés, surtout mon frère, et toujours très occupés. De vrais citadins. Papy, lui, vivait dans un petit village. Les rares fois où on se voyait, on ne trouvait rien à se dire, en dehors de la météo et des généralités sur le boulot. On ne n'est pas attachés les uns aux autres, tu sais. On le devient à force d'échanges et de partage. Et nous n'avons jamais rien partagé avec papy. C'est comme ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as une photo de lui? À sa grande honte, Paul dut reconnaître qu'il n'en avait aucune. Tout juste s'il en possédait 2 ou 3 de ses parents ou de son frère. De sa fille, en revanche, son ordinateur en contenait des centaines, probablement même des milliers. Il fut pris d'une soudaine inspiration, se leva vivement de sa chaise. Attends, si tu veux le connaître un peu mieux, je vais te montrer quelque chose. Il disparut quelques instants et reparut avec un objet qu'il posa entre eux sur la table de la cuisine. Un petit vélo en fil de fer de récupération, comme ceux que les gosses bricolent en Afrique ou en Amérique du Sud. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fabriqué, ou s'il l'a acheté à mon intention sur un stand d'artisanat équitable. Je l'ai toujours gardé près de moi, malgré mes nombreux déménagements. Mais j'ai malheureusement perdu la lettre qui l'accompagnait. C'était une belle lettre pleine de bon sens et de finesse. Il me l'avait envoyée accompagnée du vélo, pour mes 16 ans, l'âge que tu as aujourd'hui. Je crois que je m'en souviens de ce qu'elle disait. Ça donnait quelque chose comme... Mon grand petit-fils, voilà tu as 16 ans. Tu es un homme à présent. C'est le calendrier qui me l'a dit, car j'avoue que je n'aurais pas su dire ton âge sans tricher un peu. Pour moi, tu es encore le petit bonhomme qui trottinait après les poules dans la cour de ma maison et qui avait si peur des vaches du voisin. Je ne t'ai quasiment pas vu depuis. Je suis sûr que tu es devenu un très grand et très fort bonhomme. Je t'offre aujourd'hui ce petit objet parce que la vie, c'est comme une promenade à vélo. Ce qui compte, ce n'est pas forcément là où on arrive, mais plutôt que le parcours soit intéressant. Bien sûr, c'est rarement de tout repos. Il faut pédaler dans les montées, garder le contrôle dans les descentes. Surtout, toujours rester bien en selle et trouver la bonne trajectoire. La force et l'équilibre, c'est ça le secret. Un peu de chance aussi. Quand l'on est contraire, c'est plus dur. Mais c'est là qu'on se fait de beaux mollets grâce auxquels on pourra aller loin. Quand on a le vent dans le dos, il faut en profiter, s'en réjouir. Et puis surtout, grimper le plus possible tant qu'on a d'énergie. Pas comme un fou à se faire péter les cuisses ou le cœur. Non. Il faut y aller progressivement, régulièrement, avec patience et courage. Et puis, quand on est en haut, profiter de la vue, de la vie. Poursuivre tranquillement son chemin en pente douce. Si on choisit dès le début un chemin où ça roule tout seul, il faut savoir que ça fera autant à remonter ensuite, avec tous les efforts que ça comporte. À supposer qu'on ne se soit pas cassé la figure. Mais il ne faut pas avoir peur si on se prend une petite descente de temps en temps. Mieux vaut garder son courage et son élan pour remonter ensuite. Et si tu rencontres une fille qui n'a pas peur de pédaler, offrez-vous un tandem, à 2, on va encore plus loin. Le chemin n'en est que plus agréable. Si un jour tu passes pas trop loin de Mulbach, arrête-toi chez ton papy. J'ai toujours 2 vélos ici, un pour toi et un pour moi. On pourra faire un bout de chemin ensemble. Je t'embrasse, papy Émile.
Au grand étonnement de Paul, les mots s'étaient enchaînés sans effort. Il réalisa qu'il connaissait par cœur la lettre de son grand-père, égarée voilà plus de 25 ans. Si la formulation n'était peut-être pas au mot près celle de l'aïeul, il avait retrouvé naturellement chacune des images qui avaient su toucher son cœur de grand adolescent. Si on m'avait écrit une lettre comme celle-là, je crois que j'aurais sauté dans le premier train pour aller embrasser son auteur. Commenta Léa, émue. Oui, c'est probablement ce que j'aurais dû faire. Admit Paul. Mais voilà, j'avais 16 ans, et les soucis de mon âge. Les filles, les copains, les sorties, et accessoirement le lycée. Tout ça comptait plus pour moi qu'un grand-père quasi inconnu, quelque part au fin fond de la province. Sûr que papy a dû espérer que je vienne effectivement le voir. Je ne me souviens même pas si je lui ai écrit pour le remercier. J'espère l'avoir fait. Mais tu vois, à travers ce petit objet, il est toujours resté auprès de moi. Et cela m'a permis de me rappeler, sans même m'en rendre compte, tous les conseils qu'il m'a donnés. Il fit rouler le vélo en zigzag vers sa fille, comme un enfant jouait avec une petite auto. Tiens, il est à toi maintenant. C'est toi qui dois aujourd'hui pédaler dur pour tracer ton chemin. Moi, je suis déjà en roue libre. Chapitre 3. Paul et Léa prirent la route le vendredi matin, alors que l'aube commençait tout juste à poindre. Léa avait préparé une provision de tartines, pâte chocolatée sur pain de mie industriel, tandis que son père s'était occupé du café, un demi-litre de breuvage bouillant clapoté dans la thermos au pied de l'adolescente. Le froid avait redoublé d'intensité au cours de la semaine, comme si l'hiver jetait ses dernières forces dans un ultime combat perdu d'avance contre le printemps. Il avait fallu gratter le pare-brise et les vitres latérales. La soufflerie peinait à dissiper la buée, si bien que Paul conduisait le nez collé au volant, scrutant la route à travers une mince bande dégagée au-dessus du tableau de bord. Ils quittèrent les boulevards pour monter sur l'autoroute. La température dans l'habitacle commençait enfin à s'élever, dégageant peu à peu le pare-brise. Paul put se redresser un peu sur son siège. Alors qu'il venait de s'engager sur la bretelle d'accès, il se rabattit soudain sur la bande d'arrêt d'urgence et freina brusquement. « Qu'est-ce que tu fais? Déjà envie de pisser ?» Non, il y avait quelqu'un sur le bord de la route. Une femme, je crois. On ne va pas la laisser se geler comme ça dans le noir. Tu prends les autostoppeurs, toi, maintenant. Je t'ai toujours entendu dire... Oh, un visage apparut à la portière côté passager. Allez, démarre, fais pas le con. Le choc ressenti par Léa à la vue d'une face à demi tuméfiée n'était rien à côté de celui qu'éprouva alors Paul. Ce visage, il n'avait cessé de se le remémorer tout au long de la semaine. Même dans la pénombre, et enflé comme il l'était, il l'avait reconnu instantanément. Il serra le frein à main, coupa le contact et sortit de voiture. « Encore vous ? Décidément, on ne se quitte plus. » Il sentit immédiatement que son ton blagueur sonnait faux. Impossible d'ignorer l'état dans lequel se trouvait l'autostoppeuse. La jeune femme ébaucha un pâle sourire, accompagné du même haussement d'épaules que lors de la brève entrevue dans l'ascenseur. Paul ouvrit le coffre et y enfourna les 2 gros sacs de voyage qu'elle traînait plus qu'elle ne les portait. Il y déposa également la pancarte en carton où elle avait griffonné sommairement au marqueur noir « Strasbourg, Mulhouse ou Béjaïa ». Message inutile. Telle qu'elle s'était placée à l'intérieur du virage, les phares des voitures ne l'éclairaient pas et personne ne pouvait lire son panonceau. Paul ouvrit la porte arrière et l'invita d'un geste à prendre place. Il se remit au volant et démarra. Les premiers kilomètres se déroulèrent dans un profond silence, réprobateur du côté de Léa, embarrassé du côté de Paul qui, n'ayant jamais rendu ce type de service, n'avait aucune idée des usages en la matière. Fallait-il qu'il se présente, qu'il dise qui était cette adolescente à ses côtés, qu'il explique par le menu le but de ce voyage? C'est la jeune femme qui rompit la glace, d'une belle voix qui plut immédiatement à Paul. « Vous vous êtes arrêté parce que vous m'avez reconnu, ou vous m'avez reconnu parce que vous vous êtes arrêté ?» Franchement, je n'avais pas vu que c'était vous. Je me suis arrêté parce que je me suis dit que ça ne devait pas être confortable d'attendre comme ça dans le froid, sur une bretelle d'autoroute. Et dangereux, en plus, surtout pour une femme. Cela dit, où vous étiez, on vous distinguait à peine. Après quelques secondes de silence, il ajouta « Je ne prends jamais les autostoppeurs. »« Seulement les autostoppeuses ?» rétorqua la passagère non sans malice. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » bredouilla Paul. « Et pourquoi le faire aujourd'hui, alors ?» Je vous l'ai dit, le froid, l'isolement, un pressentiment. J'ai pensé qu'il valait mieux que ce soit moi. C'est gentil. Je ne sais pas, attendez d'être arrivé pour le dire. Je vais peut-être nous emboîter dans un camion dans 1 heure ou 2. C'est un risque, en effet. Admit-elle d'un ton neutre. Nouveau silence. Moi, c'est Léa. Lança subitement l'adolescente, comme pour leur reprocher de n'avoir fait aucun cas de sa présence.
Je suis la secrétaire personnelle de Monsieur Fischer. Il m'emmène dans tous ses déplacements pour ne pas s'ennuyer le soir à l'hôtel. Léa, mais qu'est-ce qui te prend? S'étrangla Paul. C'est ma fille. Ajouta-t-il à l'adresse de l'autostoppeuse, qui étouffa un petit rire. J'avais compris. Chuchota-t-elle pour le rassurer. Monsieur Fischer dit toujours que je suis sa fille ou sa nièce. Il sait très bien que les gens ne le croient pas. En fait, c'est surtout parce que ça l'excite, n'est-ce pas mon gros loup? Ajouta-t-elle d'un air carnassier. Arrête ça tout de suite, tu n'es pas drôle. Trancha Paul d'un ton sans appel, tout en ralentissant fortement sans s'en rendre compte. Moi, c'est Malika. Lança la passagère, autant pour faire diversion que pour procéder aux véritables présentations. Je suis Paul. Répondit le conducteur d'un ton plus calme. Nous allons à l'enterrement de mon grand-père en Alsace. Et vous? Pour l'instant, je prends de la distance. Chaque kilomètre est une victoire. Paul ne sut pas s'il devait l'inviter à se confier ou si ce serait indiscret de sa part. Un long silence s'installa. Malika le rompit finalement alors que le trio avait avalé une 50aine de kilomètres. Vous êtes alsacien alors? Non, pas du tout, en fait. J'ai toujours vécu en région parisienne. Ma mère est née dans le Haut-Rhin, mais n'y est quasiment jamais retournée après ses études. Mon père et elle se sont rencontrés par hasard dans le Paris-Strasbourg. Moi, j'ai pas mal de familles en Alsace. C'est chez eux que je vais. À Strasbourg et Mulhouse, n'est-ce pas? J'ai vu votre panneau. Mais pour Baïjaya, il faudra changer à Colmar. Nous n'avons pas prévu de passer à proximité. Je n'ai d'ailleurs pas la moindre idée de où ça se trouve. Malika rit. Béjaïa, c'est chez mes parents en Kabylie. Ils sont rentrés au pays pour la retraite de papa. J'irai peut-être leur rendre visite plus tard. Pour l'instant, je vais passer quelques jours chez ma sœur. Ensuite, on verra. Votre sœur, c'est à Strasbourg ou à Mulhouse? Les deux. J'ai 2 sœurs à Strasbourg, une à Mulhouse. J'ai aussi un frère à Célestat, mais je l'ai perdu de vue. Pour répondre à votre question, c'est chez ma plus jeune sœur que je vais. Elle habite Haute-Pierre, à l'ouest de Strasbourg. C'est dans la banlieue, tout près de l'autoroute. Léa, regarde quelle sortie il faut prendre, s'il te plaît. L'adolescente pianota quelques secondes sur le GPS. En fait, nous ne passons pas du tout par Strasbourg. Le GPS indique un chemin par Nancy et Saint-Dié. Pas grave, vous me laisserez là où ça vous arrange. Je trouverai bien quelqu'un pour le dernier bout. Mais plus ce sera loin de Paris, mieux ce sera. De gros soucis? Hasarda Paul. Remarquez, ça ne me regarde pas. Genre soucis, on va dire, on en a tous. Tenez, vous avez perdu votre grand-père. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais ça ne me touche pas beaucoup. Je le connaissais à peine. Il habitait loin. Comme moi, en fait. Mes 2 grands-pères étaient kabyles. Je ne les ai vus qu'une fois, quand j'étais toute petite, pendant des vacances. Je ne m'en rappelle pas. C'est ma mère qui me l'a dit. Après, mon frère et mes sœurs sont nés. Mes parents n'avaient plus les moyens de rentrer au pays avec toute une smala à faire manger. Ils préféraient économiser pour la maison à Béjaïa. Mes grands-pères sont morts maintenant. Mon père est allé seul pour l'enterrement de son père. Pour celui de ma grand-mère, il venait de déménager là-bas. Une seule de mes sœurs a pu faire le voyage. Il me reste mon autre grand-mère. D'elle non plus, je ne me souviens pas. C'est dommage. Mais on se retrouvera tous un jour dans un monde meilleur. Inch'Allah. Croyante? Je l'étais. Mais Djabel m'a vacciné de ce côté. C'est lui qui m'a fait ce joli masque de carnaval. Un silence embarrassé s'installa dans l'auto. Paul se demanda une fois encore s'il devait encourager les confidences au risque de paraître trop curieux. C'est Léa qui reprit la parole quelques minutes plus tard. Et moi qui me plains tout le temps avec mes petits soucis d'ado pourri gâté. Paul ne put s'empêcher de rire. Cette fois-ci, c'est toi-même qui l'as dit. Malika sembla se détendre subitement. L'adolescence, ce n'est facile pour personne. Je me souviens d'une copine qui avait de super bonnes notes en classe. Tout le monde l'enviait. Mais elle se mettait toujours la pression. Elle restait des heures enfermée à travailler pendant que nous, on allait s'amuser à la piscine ou au skatepark. Un jour, je lui ai dit qu'elle avait de la chance, qu'elle s'en sortirait beaucoup mieux que nous. Elle a pleuré et m'a dit que sa mère la battait si elle ramenait une note en dessous de 16. Pour ce que ça lui a servi. J'ai eu de ses nouvelles récemment par un copain. Elle a fait une dépression et a laissé tomber ses études. Maintenant, elle vit dans un squat, défoncée du matin au soir, en se faisant mettre par n'importe qui contre de la dope. Moi, je fais 10 fautes par mot quand j'écris, mais j'ai eu la belle vie à côté d'elle. Jusqu'à Jamel, en tout cas. Glissa Léa. Jusqu'à Kevin, en fait. C'est son vrai nom. Ça ne fait que 6 mois qu'il se fait appeler Jamel depuis sa conversion. À l'islam? S'enquit Paul. À la connerie que quelques brutes de quartier appellent l'islam. Sur une trentaine, ils sont au moins 10 à ne pas être plus musulmans que Kevin. Mais ils compensent en faisant du zèle et en mettant du Allah dans toutes leurs phrases. Violence, intolérance, machisme.
Avant, c'était un brave type, Kevin. Il ne foutait pas lourd, mais il était sympa et on s'entendait bien. Il m'appelait sa princesse du Sud. Avec les petits boulots et les APL, on s'en sortait à peu près. Et puis, il a commencé à traîner avec les barbus, à dire qu'on vivait dans un monde de merde et qu'il fallait nettoyer la vermine. Il n'a plus voulu que je bosse, a arrêté de mettre des capotes, m'a interdit de prendre la pilule. Vendredi dernier, il est entré avec un niqab et a voulu que je le porte. Je l'ai envoyé chier, ça s'est mal passé. S'il veut se trouver une esclave, il n'a qu'à s'en chercher une autre que moi. Ce n'est pas les pauvres filles bornées qui manquent dans le quartier. Je crois que je préférais encore quand il rentrait bourré ou qu'il draguait des pétasses en boîte de nuit. Au moins, il revenait tout mignon une fois qu'il avait fini de déconner. Mais là, c'est sans espoir. Les autres le tiennent. Pas question qu'il fasse marche arrière et perde la face. D'ailleurs, s'il me retrouve, je suis foutu. Et encore, heureusement qu'ils ne savent pas. Sa voix se lézarda soudain. C'est dans un sanglot qu'elle articula. Je suis enceinte. Il m'a foutu en cloque, ce porc. Quand je pense qu'il y a 6 mois encore, c'est moi qui voulais un bébé, et qu'il me traitait de malade. Léa et Paul étaient bouleversés. L'adolescente glissa son bras entre les sièges et posa doucement sa main sur le genou de la passagère, qui séchait déjà ses larmes, en se forçant à sourire. Quelqu'un d'autre a une bonne blague? Qu'on continue de se marrer? C'est vraiment trop con, mon histoire. Même moi, ça me ferait presque rire. Désolée de vous pourrir le voyage avec mes embrouilles. Mais ça fait des semaines que je n'avais parlé à personne. Jamel ne voulait pas que je sorte. Quand on s'est croisés l'autre jour dans l'ascenseur, j'allais chez l'avocate qui est au 8e dans votre immeuble. Mais quand je suis rentrée, ça a été ma fête. Un pote de Jamel m'avait vu enjamber le balcon pour passer chez la voisine et il m'a donné. Vous voulez dire que vous étiez enfermé? S'étrangla Paul. Dans une belle cage, au 12e, avec vue sur le périph', oui. Putain, Siffla Léa. heureusement qu'on vit au pays des droits de l'homme. Hein. De l'homme, oui. Pas forcément de la femme. Ironisa Malika, douce amère. Lorsqu'ils la déposèrent au pied d'une tour à Haute-Pierre 4 heures plus tard, Paul et Léa eurent l'impression de quitter une véritable amie. Ils avaient tout juste regagné l'autoroute quand Léa fit remarquer. C'est bête, on n'a pas pris son nom ni l'adresse de sa sœur. J'aurais bien voulu rester en contact. Tu ne veux pas qu'on essaie d'y retourner pour voir? Désolé, ma grande, on n'a plus le temps. Il faudrait se faire toutes les sonnettes une à une. Et avec ce détour par Strasbourg, on va arriver à Mulbar vers 13h. Et j'aimerais quand même manger quelque chose avant la cérémonie. On trouvera sûrement un resto pas loin de l'église. Puis, après un silence, il ajouta. Moi aussi, j'espère qu'elle s'en sortira. Inch'Allah. Chapitre 4. Désolé de vous presser un peu, mais je vais à l'enterrement d'un ami cet après-midi. Il faudrait que je puisse fermer dans 10 minutes. S'excusa le patron en déposant l'addition alors que Paul et Léa avaient à peine entamé leur dessert. À la bonne heure, ils ne seraient pas les seuls à l'église, c'était toujours ça. Probable qu'Émile était un bon client, comme beaucoup de petits vieux solitaires, il devait passer son temps à l'auberge. Ils se hâtèrent donc d'engloutir leur tarte au fromage blanc maison, délicieuse au demeurant, et de déposer dans la coupelle la somme indiquée, qui parut bien modeste à Paul au regard du repas qu'il venait de faire. Il aurait aimé s'attarder devant un bon café, mais l'aubergiste n'avait laissé aucun espoir à ce sujet. De toute façon, il n'en aurait pas eu le temps. La place devant l'église avait quelque peu changé d'aspect durant leur repas. Elle était à présent encombrée de voitures, vélos et motocyclettes, comme si tous les habitants du village s'y étaient donné rendez-vous. Il en allait de même des trottoirs qui bordaient la rue principale. Plus la moindre place disponible. Il doit y avoir un match de foot ou un truc comme ça? Commenta Paul. Un vendredi après-midi? Rétorqua Léa, dubitative. À leur grande surprise, la porte de l'église était close. Paul jeta un coup d'œil à sa montre, 14h22. La grande horloge du clocher de grès confirma l'information. L'enterrement commençait dans moins de 10 minutes. Pas de corbillard sur le parvis. Étrange. Il apostropha une villageoise entre deux âges qui trottinait, légèrement penchée en avant. « Excusez-moi, je suis venu pour l'enterrement de Monsieur Bresch. Mais on dirait que c'est fermé. » Eh you, vous n'êtes pas au courant? Il y a une panne de chauffage à l'église protestante. Alors ça a lieu à Saint-Barthélemy. Vous n'entendez pas les cloches? Venez, j'y vais aussi. Proposa-t-elle en les précédant, avant de faire subitement volte-face. Vous êtes de la famille? Questionna-t-elle, avec une sorte de regard inquisiteur qui déplut fortement à Paul. Non, non, je suis son éditeur. Répliqua-t-il du tac au tac. Voici ma secrétaire, mademoiselle Pipeau. Ajouta-t-il en désignant Léa d'un geste théâtral, tandis que sa fille se mordait la lèvre pour ne pas éclater de rire. Ah, alors c'était vrai qu'il faisait des romans? Moi, je n'ai jamais voulu le croire. Mais ma voisine n'arrêtait pas d'en parler.
qu'il écrivait sous un faux nom. Je me disais quand même, il est menuisier, ça n'a rien à voir avec les histoires. Net, ce n'est pas pareil. Chacun doit faire son métier, hein. Paul et Léa échangèrent un regard interloqué, tandis que la villageoise s'était remise à clopiner quelques mètres devant eux, en baragouinant quelque chose au sujet des gens qui ne sont jamais comme on croit qu'ils sont, et de ceux qui veulent tout savoir sur les autres. Ainsi, la thèse d'un Émile Brèche écrivain n'aurait en effet rien d'une blague. 2 minutes plus tard, le trio atteignait l'église Saint-Barthélemy, devant laquelle stationnait effectivement un corbillard. Sur le parvis, ils furent accueillis par le curé et la pasteur, à laquelle leur guide boitillante plaqua 2 bises bien sonores, tout en lui glissant à mi-voix. « C'est l'éditeur d'Émile ?» La ministre du culte ne sembla nullement surprise par cette allégation, au grand étonnement de Paul. Mais c'est en entrant dans l'église, après avoir serré la main des 2 officiants, que Léa et lui ressentirent un véritable choc. La nef, bondée, contenait au moins 300 personnes. « Et toi qui pensais qu'on serait seul en face du cercueil ?» chuchota Léa en lui prenant le bras. Alors qu'il cherchait en vain du regard une place assise, l'orgue retentit puissamment en une toccata enlevée, tout juste émaillée de l'une ou l'autre fausse note, vite couverte par le flot tumultueux qui jaillissait des tuyaux d'étain juste au-dessus de leur tête. La suite gothique de Bellman, rien que ça. Paul et Léa se blottirent debout contre un pilier, avec la nette impression d'attirer tous les regards. Paul ne réalisa que beaucoup plus tard que la grande beauté de sa fille en était certainement la cause, bien plus qu'une supposée curiosité malsaine de tous ces provinciaux arriérés. « Chers frères et sœurs, prolongua sans emphase le curé de la paroisse, nous sommes aujourd'hui réunis en cette église pour un dernier adieu à notre ami Émile Brèche. Nombreux parmi vous sont celles et ceux qui l'ont accompagné durant ces mois de maladie. Vous qui vous êtes relayés à son chevet, vous savez comme moi à quel point il a su préparer à ce départ, qu'il a vécu avec beaucoup de sérénité et de dignité. Il serait heureux de voir en ce jour nos 2 communautés rassemblées, lui qui comptait beaucoup d'amis aussi bien dans l'une que dans l'autre. Même s'il ne faisait pas partie de mes ouailles, j'ai eu souvent l'occasion de le rencontrer, particulièrement ces derniers mois lorsque je faisais mes visites à l'hôpital. Il aimait à me taquiner sur le célibat des prêtres, l'Immaculée Conception, ou le nom de notre église qui trouvait de mauvais goût dans une commune à majorité protestante. Nous allons donc célébrer cet adieu, conjointement avec ma collègue et amie Laure, qu'une panne de chauffage a momentanément privé de son église. Avant de lui céder la parole, j'aimerais... Assommé par la chaleur et le plantureux repas qu'il venait de savourer, Paul perdit le fil des paroles du curé. Il ne pouvait détacher son regard de la nuque d'une jeune fille assise en bout de rangée 1 mètre devant lui. Elle avait relevé ses cheveux noirs en un épais chignon, dont une mèche rebelle s'était échappée et venait caresser sa joue en formant une volute élastique et soyeuse. D'un geste rapide et précis, elle la repoussait derrière son oreille, avant qu'elle ne glisse à nouveau pour revenir effleurer sa peau claire. Vu le rythme soutenu auquel elle extrayait des mouchoirs en papier de son sac à main, Paul supposa qu'elle pleurait, à moins qu'elle ne soit tout simplement enrhumée. Elle devait avoir 27 ans, 28 tout au plus. Son chandail noir, à large encolure, laissait apparaître la bretelle d'un soutien-gorge, en deuil lui aussi, et la naissance d'une épaule à la peau laiteuse et douce. Quelle étrange situation! Une gracieuse inconnue pleurait Émile, avec laquelle elle ne pouvait pas avoir le moindre lien de parenté, puisque Lionel, Paul et Léa étaient sa seule descendance vivante, tandis que son propre petit-fils gardait l'œil sec et se demandait ce qu'il était venu chercher dans ce village où il n'avait pour ainsi dire aucun souvenir. Lorsque la jeune fille se leva, en même temps que l'assemblée compacte, pour entonner le premier cantique, Paul vit qu'elle était enceinte, toute proche du terme. En se rasseyant après le chant, elle posa délicatement la tête sur l'épaule d'un gaillard trapu en blouson de cuir noir, vraisemblablement le père de l'enfant, qui paraissait aussi affligé qu'elle. Léa eut le même geste. Paul lui caressa furtivement la joue et tenta de fixer son attention sur les paroles de la pasteur, une jeune femme énergique et souriante, malgré les circonstances peu joyeuses. Avez compris que la foi n'est pas, comme certains le pensent, une simple affaire. Mais 5 secondes plus tard, son esprit se remit à vagabonder, tandis que ses yeux continuaient de fixer la jeune maman, dont les épaules étaient à présent secouées de sanglots silencieux. Ou par une toux discrète? Il se prit à imaginer le lien qui pouvait unir un vieux menuisier oublié de sa famille et une jeune fille occupée à construire la sienne. Voisine,
commerçante à laquelle Émile rendait visite chaque jour pour ses menus emplettes, infirmière qui aurait veillé sur ses derniers instants. Mais ces larmes, aucune de ces relations supposées n'aurait pu les expliquer. Que pouvait-elle être pour lui alors? Une sorte de disciple à laquelle il aurait tout appris? Mais dans quel domaine? Pas la menuiserie tout de même. Une disciple ou une maîtresse? Je te débloque décidément, pensa Paul. Encore 2 minutes et Émile sera le père du bébé. Pour endiguer le flot de ses suppositions, Paul préféra conclure que la jeune fille était certainement une lectrice fascinée par son œuvre, avant de réaliser vraiment qu'il venait de tomber lui-même dans le canular improvisé à l'intention de la villageoise bavarde. Au cœur du cortège qui suivit le cercueil jusqu'au cimetière, un homme se rapprocha peu à peu de Paul et Léa, avant de se planter devant eux et de leur tendre sa large pogne. « Bonjour, Nussbaumer, je suis le notaire. Comme vous ne connaissez manifestement personne ici, j'en déduis que vous êtes l'un des petits-fils. » Sans attendre une réponse dont il ne doutait pas, il leur emboîta le pas et poursuivit sur un ton léger, comme s'il s'agissait d'une conversation anodine d'après-déjeuner. « Un sacré bonhomme, votre grand-père. Tout le monde l'adorait à Mulbach. Je ne crois pas qu'il se trouve dans toute la vallée une seule personne qui a eu à se plaindre un jour de lui. Mais je ne dirai pas que ce sont les meilleurs qui s'en vont les premiers, sinon vous allez me demander ce que je fais encore ici. » Nussbaumer partit d'un grand éclat de rire qui fit se retourner quelques têtes, plus surprises que choquées. « N'ayez pas peur, je n'offense pas sa mémoire en rigolant à son enterrement. Il a toujours trouvé ce genre de cérémonie trop triste à son goût. Et comme je sais que sa vie a été bien remplie et qu'il ne regrette rien, mais laissons cela, nous en parlerons tout à l'heure à mon étude. En fait, je me suis présenté comme le notaire, pourtant Émile était avant tout un copain. J'officie à Colmar, mais j'ai toujours habité Mulbach. Nous avons passé nos plus belles années ensemble, votre grand-père et moi. Il était mon chef lorsque j'étais éclaireur, et on ne s'est jamais perdu de vue depuis. » Paul ne put s'empêcher de relever que le gaillard ne faisait pas ses plus de 75 ans, en supposant qu'il n'ait eu qu'une dizaine d'années de moins qu'Émile. « Et vous travaillez encore » s'étonna Léa, devançant la pensée de son père. Nussbaumer eut un nouveau rire, plus sonore encore que le précédent. « Mais notaire, ce n'est pas un travail, mademoiselle, c'est une distraction. Je suis assis toute la journée derrière un bureau à discuter avec des tas de gens fort sympathiques qui me laissent 5% de leurs biens en échange d'une pauvre liasse de papier photocopié. Et me disent encore merci en partant. Et vous voudriez que je m'arrête ?» L'hilarité du bonhomme avait contaminé tout un petit groupe qui marchait devant eux. On y gloussait de concert en se poussant du coude. Un jeune homme se retourna et lança avec un bon sourire. « Il y a des planqués quand même. » Toi, tu n'avais qu'à faire un peu moins le couillon à l'école. Tu serais peut-être avocat ou pharmacien à l'heure qu'il est, au lieu de te casser le dos sur les chantiers. Rétorqua le notaire du tac au tac, mais sans la moindre agressivité. Petit con, ajouta-t-il à mi-voix, mais avec une réelle tendresse qui démentait totalement la dureté de l'appellation. Se penchant vers Léa, il lui glissa à l'oreille. Hugo, mon petit-fils, un fier gaillard. Il a voulu prouver absolument qu'être né dans la soie ne l'empêcherait pas de faire un métier éreintant pour un salaire de merde. 24 ans, grand cœur, pareil pour la gueule, et bosseur comme par deux, mais surtout un Casanova de première. À éviter à tout prix quand on est jeune et joli comme vous, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Pour le coup, ce sont les mots du grand-père, sa grosse voix râpeuse et son souffle sur sa joue, non le regard insistant de son petit-fils qui firent piquer un phare à la jeune Parisienne. Troublée plus qu'elle ne l'aurait admis par cet homme plein d'aplomb, elle ne put s'empêcher de remarquer le subtil nuage de lilas qui persista autour d'elle quelques secondes, alors que le notaire s'était éloigné en 4 enjambées pour saluer avec emphase une grande dame maigre, coiffée d'un chapeau totalement désuet. Chapitre 5. Vous allez vous ennuyer, vous ne connaissez personne, lança Nussbaumer d'un ton sans appel, tout en tractant Paul et Léa hors du foyer paroissial où ils venaient à peine d'entrer. Et puis nous avons des documents à voir ensemble. Je ne voudrais pas faire ça trop tard. Vous avez de la route, moi j'ai un concert à 20h tapante. Qu'allez-vous écouter ? S'enquit Léa, curieuse de savoir quel genre de musique on pouvait proposer dans un coin perdu au milieu des prés à vaches. Pas écouter, jouer. Je suis batteur dans un groupe de rock qu'on a monté il y a 40 ans, avec quelques vieux beaux dans mon genre, du temps où on était encore souple des poignets et un peu moins bedonnant. Je les supplie d'arrêter depuis 10 ans, mais ils ne veulent rien savoir. Il y en a 2 qui ont encore de quoi se faire une banane et qui arrivent à tomber des minettes de 50 berges. S'amusa-t-il avec une grimace éloquente.
Moi, mon truc, c'est plutôt l'opéra. Sauf que je deviens bigleux et dur de la feuille. Alors j'en regarde sur DVD, c'est moins cher, et on peut monter le son tant qu'on veut. Un peu assommés par la tirade musico-nostalgique du notaire, ils se laissèrent embarquer sans avoir le temps de dire ouf dans une vieille Jaguar stationnée à 2 pas de leur propre voiture. Je vous ramènerai quand on aura fait les paperasses, assura Nussbaumer en activant son V12 dans un doux rugissement aux sonorités toutes britanniques. Il engagea son élégante automobile sur une route sinueuse qui grimpait à flanc de montagne. Grisée par l'odeur de vieux cuir et de lilas, Léa regardait défiler les paysages grandioses baignés par un timide soleil hivernal lorsqu'elle fut soudain secouée comme un fétu. « Ah oui, je ne vous avais pas dit, ajouta Nussbaumer. Je vous emmène chez moi, ce sera plus commode que de foncer jusqu'à Colmar. C'est sympa, vous verrez, mais le chemin est vraiment pourri, désolé. » La pauvre Jacques tressautait dans les ornières qui malmenaient sans vergogne ses augustes suspensions demi-centenaires. D'habitude, je roule en Kangoo, c'est plus pratique. Mais je me suis dit qu'un enterrement avec des hôtes parisiens, c'était une bonne occasion de sortir Queen Elizabeth du garage. Pour une fois qu'il n'y a pas de neige début mars, j'en profite, ajouta-t-il, avant de piler à 10 centimètres du vide, projetant ses passagers contre le siège avant. Ouf, excusez-moi, j'oublie toujours que QE n'a pas de ceinture à l'arrière. Mais la vue vaut le détour, non? Ouvrant la portière de Léa, il s'effaça avec une courbette, désignant un élégant chalet fièrement campé sur un promontoire naturel. Mon petit chez-moi, une affaire. Une cliente qui voulait absolument faire un viager, mais qui ne trouvait pas d'acheteur. Si je ne l'avais pas épousée, je pense que j'aurais apprécié qu'elle meure 8 mois plus tard. Même en relatant des faits aussi tristes, il ne s'était pas départi de son espèce de jovialité amusée. Pourtant, Paul et Léa perçurent sans équivoque le chagrin immense qu'il avait dû éprouver à la perte de sa compagne. Léa calcula que 8 mois d'union n'ayant probablement pas suffi à lui donner un enfant, d'autant que les jeunes femmes vendent rarement en viager, Nussbaumer avait dû être marié 2 fois au moins, puisqu'il était grand-père par ailleurs. Depuis le salon dépouillé et meublé design, on pouvait apprécier à travers les larges baies vitrées plein sud le même point de vue que depuis le parking, mais le coup de frein en moins. Nussbaumer assit ses hôtes face au panorama et leur servit d'office un liquide trouble aux teintes beige orangé. Jus de pomme bio. Côté voiture, j'aime bien le Made in England, mais côté boisson, il faut dire que le whisky, c'est vraiment dégueulasse. On peut apprécier le goût, mais ça vous ruine un foie en moins de 2. Excusez-moi de vous avoir traîné ici manu militari, mais je pense que pour une première apparition à Mulbar, la cérémonie d'enterrement suffisait. Certains villageois regrettent fortement que la famille d'Émile l'ait laissé croupir dans son coin, alors que c'était vraiment un chic type. Il n'est pas à exclure que l'un ou l'autre d'entre eux se serait monté désagréable à votre égard lors du pot, surtout avec un demi-litre de Riesling dans les veines. Le blanc d'Alsace a tendance à les rendre un peu trop sincères parfois. Allez, santé. Reposant son verre vide, il se leva pour prendre un dossier sur une étagère. Voici donc le testament. J'ai reçu une procuration de Lionel Fischer. J'en déduis donc que vous êtes son frère Paul et que cette gracieuse jeune personne est Léa. Exact, confirma celle-ci en rougissant. Je vous fais grâce des formules d'usage que vous pourrez lire et relire chez vous tant que vous voudrez. Moi, le langage technique, ça me fatigue. Ça fait 53 ans que je dois réexpliquer un mot sur 2 à mes interlocuteurs. Alors, si vous le voulez bien, je vais aller à l'essentiel. Émile ne vous a pas laissé 1 centime. D'ailleurs, il n'était pas très riche au moment où il m'a dicté ses volontés. Il laissa passer un temps pour savourer l'effet de sa déclaration. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. De toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis bien placé pour le savoir. En revanche, vous ne partirez pas tout à fait les mains vides. Il y a un lot de consolation. Il glissa la main dans une grosse enveloppe en kraft et en tira une première clé. AK-400, modèle 72. Ce n'est pas un fusil mitrailleur, rassurez-vous. C'est une Deutsch fourgonnette, couleur ciel. Bon, le châssis est un peu fatigué, mais elle est classée collection. Elle ne vous coûtera presque rien en assurance. Bizarrement, elle a passé le contrôle technique. Elle n'aime pas coucher dehors. Alors Émile vous a aussi laissé le garage qui va avec. Et comme il n'était pas sûr que vous ayez réservé un hôtel, il a rajouté la maison. Sympa, non? Vous pouvez y aller dès ce soir, les lits sont faits pour 3 personnes. Lionel était aussi le bienvenu. La voisine a garni le frigo.
L'eau branchée, l'électricité fonctionne. Pour l'instant, les compteurs sont à mon nom. Alors pensez à fermer les robinets et à éteindre les lumières en partant. Merci. Il tendit les clés de la maison à Léa et une petite enveloppe à Paul. Ça, c'est un petit mot perso d'Émile pour Lionel et vous. Je suppose qu'il n'y a rien écrit pour Léa. Si j'ai bien compris la dernière fois qu'il l'a vue, elle ne marchait pas encore. Oui, nous l'avions confiée à une amie lors de l'enterrement de mes parents. Bredouilla Paul un peu gêné, réalisant du même coup qu'il avait passé près de 16 ans sans rendre visite à son grand-père. Le temps passe vite. Je crois que nous nous sommes quasiment plus vus depuis mon mariage. Merci pour la transition, jeune homme. Il fallait justement que je vous parle de Madame Fischer, belle-fille. Émile a su, je ne sais pas comment, puisque vous êtes avare en nouvelles dans la famille, que Sophie ne vivait plus avec vous depuis un certain temps. Par ma mère, sans doute. Sophie m'a quitté une première fois quelques mois avant le décès de mes parents. Glissa Paul. Sophie, donc, même si elle pratique la conjugalité à durée limitée, est votre épouse aux yeux de la loi. Je me suis permis de me renseigner auprès du collègue qui a recueilli votre contrat de mariage à Nanterre. Vous êtes marié sous le régime de la communauté universelle. Il eût été judicieux de divorcer en bonne et due forme avant l'ouverture de cette succession, ou de modifier votre contrat. Mais de toute façon, entre mon coup de fil à votre bureau et aujourd'hui, ça n'aurait pas suffi. Vous pourrez donc annoncer à votre femme qu'elle est propriétaire de la moitié de votre part, qui représente elle-même la moitié du montant total de la succession, l'autre moitié revenant à votre frère Lionel, puisque votre mère est décédée. Je me suis permis de faire quelques calculs dont vous trouverez le récapitulatif dans le dossier. Je vous les ai résumés sur ce petit billet. Bien immobilier, valeur totale 234 560 €. Bien mobilier, électroménager et affaires diverses, 4 300 €. Véhicule de collection, 240 €. Il paraît que bien retapée, elle peut grimper à 4 ou 5 000. Mais d'après l'expert, il y a du boulot. Remorque, 90 €. Valeur totale des biens transmis, 239 190 €. Après imposition, prélèvements sociaux et compte tenu de mes menus émoluments, il vous reste à Lionel et à vous 2 parts d'une valeur de 72 400 € chacun, sachant que vous devrez reverser généreusement 36 200 € à votre épouse si vous souhaitez jouir seul. Excusez l'expression, je sais que ça peut paraître déplacé en la circonstance, de votre héritage. Elle sera probablement enchantée de la nouvelle. Des commentaires ? Sans laisser à ses interlocuteurs plus de 5 secondes pour réagir, le notaire asséna. Et à propos de nouvelles, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Moi, je trouve ça plutôt cocasse, mais vous, il est possible que ça vous crispe un peu. Comme je vous le disais, Émile n'avait quasiment plus un rond au moment de la rédaction de ce testament. C'est une des raisons pour lesquelles ces compteurs étaient à mon nom, mais bon, c'est un détail. On en reparlera peut-être à l'occasion. Il marqua une brève pause, le temps de se resservir un verre de jus de pomme, avant d'enchaîner. Comme sa famille lui laissait pas mal de temps disponible, il écrivait un peu pour s'occuper. Je lisais régulièrement ses manuscrits, ce n'était pas mauvais du tout. Je l'ai poussé à soumettre ses œuvres à un éditeur, le beau-frère d'un confrère avec lequel je m'entends bien. Le type a accepté d'en publier une pour me faire plaisir, ou pour que son beau-frère lui fiche la paix, je ne sais pas. Il a choisi la plus courte, pour que ça ne lui coûte pas trop cher en papier. C'est une espèce de petit pamphlet anarcho-philosophique qui porte dans le commerce un nom un peu provocateur, suggéré par une de ses copines du CCC, et qui ne doit pas faire plus de 25 pages. Et lâcha Paul avec une certaine impatience, alors que Nussbaumer sirotait tranquillement son jus de pomme pour faire durer le suspense. Pour l'heure, peu lui importait de savoir en quoi consistait ce CCC. Sans se donner la peine de répondre, le notaire tira une nouvelle enveloppe du dossier et la fit glisser jusqu'à ses interlocuteurs sur la table basse. C'était un courrier expédié 4 jours plus tôt, donc le lendemain du décès d'Émile, par une célèbre maison d'édition parisienne. Paul le lut rapidement à haute voix. Cher monsieur Brèche, nous avons le plaisir, gna gna, votre ouvrage Rebellez-vous, gna, excellente vente, bien au-delà de nos prévisions, l'impression d'une nouvelle série, 120 000 exemplaires, gna, contactez concernant les droits de traduction et l'adaptation
le plaisir de vous adresser aujourd'hui ce chèque de quoi? Et vous appelez ça une mauvaise nouvelle, vous? C'est là que ça va peut-être pas vous plaire. Lâcha Nussbaumer avec un flegme étudié. Vous n'avez aucun droit sur les écrits de feu votre grand-père. Comment ça, aucun droit? S'étonna Paul, qui peinait à contenir son agacement face au petit numéro du notaire. Oui, je comprends que ça vous contrarie, même si vous n'êtes pas du genre opportuniste, Répondit celui-ci avec une ironie qu'il ne cherchait plus maintenant à déguiser en bonhomie bienveillante. À ce stade, Paul sentit que malgré toute la sympathie apparente dont Nussbaumer avait fait preuve jusque-là, il ne pouvait faire abstraction de son ressentiment à l'égard de cette famille indigne qui avait littéralement lâché son ami alors qu'il aurait eu tant besoin de soutien dans ses vieilles années. Émile a légué tous les droits sur ses écrits au CCC. Et si mon flair ne me trompe pas, ça sent le pactole. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une petite avance. Le CCC, qu'est-ce que c'est? Interrogea Léa, peut-être plus impressionnée d'être l'arrière-petite-fille d'un auteur reconnu que par le montant du chèque que son père n'encaisserait jamais. Le Cercle citoyen pour la culture. Un des derniers projets d'Émile. C'est une association destinée à favoriser le développement culturel de la vallée. Vous étiez debout juste derrière la présidente pendant l'enterrement. Émile était le trésorier et le fondateur du groupe. Est-ce que ses copains de l'association sont déjà au courant pour les droits d'auteur? S'enquit Paul, que l'image de la jeune femme n'avait pas quitté depuis. Non, personne d'autre que nous trois n'en a été informé à la minute où je vous parle. En dehors de la maison d'édition, nul ne sait que Simon Hélès s'appelait en réalité Émile Brèche. Avez-vous lu son bouquin? Une fois de plus, il n'attendit pas la réponse. Il se leva et alla en chercher un exemplaire dans la pièce voisine, qu'il déposa devant Léa et Paul. Voici le livre dont on cause en ce moment dans les salons parisiens. D'autant plus que l'éditeur cultive le mystère autour de ce Simon Hélès, dont personne n'a jamais entendu parler et qui fuit les médias. Et pour cause. Ça me fait quand même mal qu'Émile soit parti sans savoir qu'il avait décroché le pompon. Les dernières semaines, il était trop mal en point pour suivre les infos, et moi-même j'ignorais que Hélès c'était lui. Je n'avais pas encore acheté le bouquin, et je ne pensais même plus au coup de piston auprès de l'éditeur. Il m'avait bien dit qu'il avait signé un contrat grâce à moi, mais on n'en avait jamais reparlé depuis. Je n'ai compris qu'avant-hier en recevant ce courrier. Sa voix avait quelque peu perdu de sa fermeté, et c'est d'un ton sourd qu'il ajouta. Quand il avait tenu à inscrire cette clause en faveur du CCC, je m'étais foutu de lui en disant qu'il risquait fort de faire couler l'association en l'obligeant à racheter les invendus de son bouquin. Quel con je fais! Excusez-moi pour le gros mot, ajouta-t-il un cran plus bas, l'œil humide. Léa avait déjà commencé à parcourir les premières pages du livre de son aïeul, célèbre à titre posthume. Je vous le laisse, j'en ai acheté plusieurs pour lui les offrir. Précisa Nussbaumer. Mais maintenant, je vous propose de faire un tour chez Émile, à moins que vous ne préfériez mettre la maison en vente directement sans visiter. Je peux me charger de l'affaire ou la confier à une agence immobilière. C'est vous qui dites. Mais il faudra l'accord écrit de Lionel et de Sophie. Non, je veux bien y faire un tour. Dit Paul. J'ai quand même quelques souvenirs, même s'ils sont très lointains. Et puis je crois que je suis trop claqué pour rentrer ce soir sur Paris. Ajouta-t-il avec un coup d'œil aux sommets environnants, embrasés par les derniers rayons d'un soleil déclinant. Il va faire nuit dans moins d'une heure. C'est parti. Lança Nussbaumer. Mais maintenant que nous sommes intimes, vous aurez droit au kangou. Queen Elizabeth n'aime pas sortir le soir. Et puis ma batterie est déjà dedans, ça me fera gagner du temps. Chapitre 6. Après le départ du notaire, c'est dans la boutique que Paul s'attarda un bon moment, alors qu'assise près du poêle en faïence que la voisine avait pris soin d'allumer le matin, Léa dévorait Rebellez-vous avec avidité. Autant la maison elle-même n'avait éveillé en lui aucun souvenir, autant l'atelier de menuiserie faisait renaître une foule de sensations oubliées. Les dernières lueurs du crépuscule conféraient à ce lieu une patine dorée presque irréelle, tandis que s'exhalait une odeur puissante de résine et de térébenthine, comme si Émile y avait encore travaillé la veille. Pourtant, les nombreuses toiles d'araignées témoignaient que rien ici n'avait bougé depuis plusieurs années, probablement depuis que l'aïeul avait troqué le rabot et le ciseau contre l'ordinateur et la menuiserie contre la littérature.
Paul caressa machinalement le manche de l'étau du vieil établi que son grand-père lui faisait autrefois serrer ou desserrer, les rares fois où, encore haut comme 3 pommes, il lui avait servi d'assistant. Son attention fut alors attirée par un grand drap couvert de sciure qui coiffait une pile d'objets dans le coin opposé. Après avoir tourné le vieux commutateur en bakélite pour faire un peu plus de lumière, il saisit l'extrémité du drap et le fit glisser sur le sol. Le tissu poussiéreux dévoila un amoncellement de jouets en bois de toutes sortes. Pensant que son grand-père fabriquait exclusivement du mobilier, des portes et quelques cercueils à l'occasion, il fut surpris de découvrir pêle-mêle 2 chevaux à bascule, un étal de marchand, des sabres en bois et leurs boucliers assortis, une dinette, 2 magnifiques châteaux forts. C'est en retournant l'un d'eux qu'il ressentit, à retardement, le choc affectif que l'annonce du décès d'Émile, l'enterrement et l'entrevue avec Nussbaumer n'avaient pas su provoquer. Il fondit subitement en larmes, tomba à genoux dans la sciure et les copeaux. Au dos de la planche soigneusement polie qui servait de base au château fort, ce message, joliment ciselé à la gouge. Pour Paul, avec toute mon affection, Papy Émile, Noël 1977. Sous un lit de poupée, il lut. Pour ma petite Léa, joyeux anniversaire 26 décembre 2002, Émile. Sur le châssis d'un superbe camion à benne basculante. Pour Lionel tendrement, Papy, Pâques 1981. Dès qu'il fut en mesure de contenir ses sanglots, il sélectionna le numéro de son petit frère sur son portable. Messagerie. Il devait être 5 heures du matin à Tokyo. Lionel, c'est Paul. Je suis à Mulbach, dans l'atelier de Papy. J'aimerais que tu sois là pour voir ce que je vois. Attends, je vais faire quelques photos. Ah, au fait, la cérémonie s'est bien passée. Le notaire nous a kidnappés avant le vin d'honneur, en disant que les villageois n'avaient sans doute pas envie de nous voir. Pour l'héritage, il y a juste la maison et une vieille deuche. Enfin, ça vaut quand même dans les 200 000 €. La moitié sera pour toi, bien sûr, avec les droits de succession et tout le tremblement, ça te fera dans les 70 000. Je t'embrasse. Je t'envoie les photos. Il ramassa au pied de la pile un superbe plumier coulissant, taillé d'une pièce dans un beau bois fortement veiné, portant l'inscription « À Lionel pour ton entrée au CP avec toute mon affection, Papy ». Il photographia la pile de jouets, l'atelier, le verso du plumier, et expédia les clichés qui firent mystérieusement un demi-tour du monde pour s'afficher quelques fractions de secondes plus tard sur l'écran d'un smartphone, dans la poche d'un costard pendu au porte-manteau d'une résidence de luxe avec vue sur le mont Fuji. Les 3 petits bips annonçant l'arrivée d'un message furent couverts par des exclamations bien cadencées provenant de la chambre à coucher et plus précisément de la bouche rouge carmin d'une délicieuse hôtesse ukrainienne vêtue en tout et pour tout d'un collier de strass un peu clinquant et d'une paire de bottes western à franges. De retour dans la maison, Paul déposa au pied de Léa une jolie maison de poupée construite à son intention 10 ans plus tôt par l'arrière-grand-père qu'elle n'avait pour ainsi dire pas connu. Elle fut aussi troublée que son père, même si elle n'en laissa rien paraître. Alors toutes ces années, il n'a pas cessé d'espérer une visite. Il a passé des heures et des heures à nous fabriquer des cadeaux. Comme il a dû être déçu. Il ne vous appelait jamais ? Je crois que si, quand maman était encore en vie. Il téléphonait de temps en temps. Il me semble même qu'il nous invitait régulièrement à venir à Mulbach, car mes parents en discutaient parfois aux alentours de Pâques ou de Noël. Mais ils avaient toujours autre chose au programme. Ils aimaient beaucoup voyager. Putain que c'est moche, s'exclama Léa. Dire que je les adorais, Martine et Jean-Claude. Ne sois pas trop dur avec eux, Léa. Personne n'est parfait, et puis de toi, ils se sont toujours bien occupés, non ? Si, tu as raison, mais quand même. Paul et sa fille dormirent cette nuit-là comme ils avaient rarement dormi. Il est vrai que leur immeuble francilien était plutôt bruyant, entre la circulation, les bruits de porte et celui de l'ascenseur qui les tirait souvent de leur sommeil bien avant l'aube. Sans compter le fatras d'appareils électriques que chacun d'eux accumulait sur sa table de chevet, ignorant tout de leur influence néfaste sur le repos. Mais là, dans l'antique maison familiale, à part la rumeur lointaine d'un torrent et le ululement d'une chouette, rien n'aurait pu les tirer des bras de Morphée. Ils n'avaient d'ailleurs entendu ni l'un ni l'autre, tant la journée de vendredi les avait vidés. Lorsqu'il se rendit à la boulangerie pour chercher le petit déjeuner, Paul avait l'impression de marcher sur des ressorts. Le froid était vif, mais un franc soleil achevait déjà de dissiper les lambeaux de brume qui s'attardaient sur les prés le long de la Fecht. L'air était plein d'odeurs inconnues,
ou simplement oubliées. Le parfum de la terre, des prés humides de rosée, des sapins de la forêt toute proche, la fumée des poêles à bois et une lointaine fragrance d'étable composaient un bouquet savoureux et relaxant. À l'approche de la boulangerie, les arômes de pain et de Kuglopf vinrent compléter cette palette délicieuse. « Bonjour, j'aimerais une baguette et 2 brioches, s'il vous plaît. » lança Paul à l'imposante créature qui se tenait derrière le comptoir. « Alors, vous n'êtes pas encore reparti ?» balança sèchement la patronne, sans faire mine de vouloir le servir. « Pourtant, on ne peut pas dire que vous vous incrustiez souvent à Mulbar. Ça fait quoi 25 ans 30 ans? Ah, ça vous l'aurez fait poireauter, le grand-père. Je ne vous dis pas le nombre de fois que je lui ai vendu des Kuglopf, en sachant que c'est les poules qui les mangeraient le lendemain. Mais il voulait toujours avoir de quoi vous accueillir, au cas où. Ah, Armertrop. » Paul était interloqué. « Excusez-moi, mais ma vie de famille ne regarde que moi, si vous le voulez bien. » « Ça, c'est vous qui le dites. » répliqua la commerçante en haussant le ton. « Mais heureusement que nous, ça nous regardait un peu. Sinon, je me demande ce qu'il serait devenu, Émile. Pauvre vieux. Seul comme un chien et fauché comme les blés. » Elle balança une baguette et 2 brioches sur le comptoir et marmonnant en disparaissant dans son arrière-boutique. « Cadeau de la maison. Nous ne voulons rien recevoir de gens comme vous. Quel centime !» Le chemin du retour parut nettement moins idyllique à Paul. Un booster le dépassa à fond de train en lui déchirant les tympans. Il se tordit la cheville sur une racine qui émergeait du trottoir, sans compter le raidillon sur les 30 derniers mètres qui lui fit presque cracher ses poumons. Saleté de patelin. « Dis donc, tu en fais une tête !» s'étonna Léa en voyant reparaître son père. « Quelle carne, la boulangère !» s'étrangla celui-ci. « Pourquoi, c'était cher ?» ?»« Non, elle n'a rien demandé du tout. » »« Eh ben, c'est plutôt sympa, non ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé de sortir d'un magasin sans payer, avec la bénédiction de la patronne en plus. » »« Moi non plus, mais tu parles d'une bénédiction. Elle m'a débité une bordée de vacheries, comme quoi on était une famille indigne, tout ça. C'est tout juste si elle n'a pas appelé sur moi la colère divine. » »« Il faut bien reconnaître qu'on a été en dessous de tout avec ton grand-père. » »« Vous êtes marrants tous, là. » répliqua Paul avec humeur. « Moi j'ai perdu mes parents, ma femme s'est barrée, je t'ai élevé seul, mon frangin à l'étranger depuis un siècle, et accessoirement un boulot plutôt prenant. Alors bonjour la vie de famille idéale. On fait ce qu'on peut, mère. » »« Excuse-moi, papa, ce n'était pas un reproche, tout au plus un regret. Mais il n'est pas trop tard pour faire un peu plus connaissance. J'en ai plus appris sur Émile en lisant son bouquin et en dormant une nuit ici que je n'en sais sur la plupart de mes copines. Et toi, tu as sûrement été plus proche de lui hier soir dans l'atelier que si tu avais passé des heures à son chevet. En plus, il n'était pas seul, tu as entendu le curé à l'église, et tout ce monde. » Puis elle ajouta, avec un grand sourire. « Je resterai bien encore un jour ou deux pour musarder dans la maison et faire une balade dans le coin. C'est vraiment très beau par ici. »« Si tu veux, nous ne partirons que demain. Mais pas plus tard. Tu as cours lundi, et moi il faut absolument que je boucle mon rapport pour le prochain conseil d'administration. Déjà comme ça sent le roussi, pas besoin d'en rajouter en posant des congés à l'improviste. »« As-tu déjà pris une décision pour la maison ? Est-ce que tu penses vendre ? » ?»« Pourquoi ? Ça te plaît ici ? » ?»« Ouais, pas mal. » fit Léa avec des yeux tout pétillants. « Il y a quelque chose. » Paul ne put réprimer un éclat de rire. « Tu me fais marrer. Tu ne tiendrais pas un mois dans ce trou. Tout le monde nous déteste, et tes copines te manqueraient trop. Je ne te parle même pas du shopping, des sorties. C'est la cambrousse, Mulbar. »« Il y a Colmar pas loin, et Strasbourg à moins d'1 heure. On pourrait venir pour les vacances au moins. » »« Garder la maison comme résidence secondaire. Ouais. Ce n'est vraiment pas dans mes moyens, ne rêve pas. Et puis ce serait absurde avec les 108 600 € qu'il faudrait sortir pour acheter leur part à Lionel et à ta mère. On pourrait se payer un bel hôtel chaque été pendant un siècle. Je ne te parle pas des charges. » La conversation fut interrompue par le bip-bip du portable de Paul. Un texto. « Merci pour les photos. Je ne savais pas que tu aimais les trucs en bois. C'est mignon, mais franchement, tu crois vraiment que tu aurais joué avec ? Grand sentimental, va. » Père et fille furent interloqués par le détachement de Lionel qui confinait au cynisme. Nouvel envoi, quelques secondes plus tard. « Pour la vente de la maison ? Tu veux bien t'en occuper ? D'ici, c'est un peu compliqué pour moi. Merci. » Devant la froideur de ces 2 messages, Paul se prit à se demander s'il n'allait pas finalement repenser sérieusement la question de la vente. Lionel aurait pu solliciter son avis quand même. Zut ! « Il ne te demande même pas ce que tu en penses. » releva Léa, qui avait suivi la même pensée. « Pour lui, l'affaire est déjà bouclée, il attend juste son chèque. Quelle mentalité. Je ne le voyais pas comme ça, ton petit frère. » C'est pourtant comme ça qu'il est.
Mais il n'est pas méchant, c'est la déformation du boulot, business. Il ne serait pas arrivé là où il en est s'il avait perdu son temps à faire du sentiment. Perdu son temps, n'importe quoi. Et il est arrivé où, au juste? En tête du top 10 des requins prétentieux? Léa, ne juge pas tout le temps les autres. Chacun son karma, ok? On ne vit pas au pays des bisounours. Il faudra que tu t'y fasses toi aussi. Il a dû se blinder encore plus que moi après la mort des parents. Moi, j'avais déjà de la bouteille. J'étais papa avec une vie bien remplie. Lui, il n'avait pas 30 ans et il était tout seul à l'autre bout du monde. Il a appris à ne pas regarder en arrière. Eh bien, moi je pense que si on ne contrôle pas de temps en temps ses rétros, on est sûr de se planter tôt ou tard. Tu dis ça pour me convaincre de t'inscrire à la conduite accompagnée? Ou juste pour le plaisir de parler, comme un vieux philosophe? Taquina Paul en embrassant sa fille tendrement. Au fait, papa, as-tu déjà lu la lettre dont parlait Nussbaumer? Non, c'est vrai. Admit Paul. Veux-tu que nous la lisions ensemble? Ils s'installèrent confortablement au jardin, sur le demi-rondin qui servait de banc, le dos bien calé contre le mur de la boutique, qu'un soleil quasi printanier avait déjà bien réchauffé. Il montait du sol, qui dégelait, une odeur puissante de terre et d'herbe foulée. Paul décacheta l'enveloppe et déplia la feuille. Waouh, la belle écriture! Releva Léa. Ah ça, c'était une autre époque, du temps de papy. Mais pense au nombre de coups de règle sur les doigts que ça a dû lui coûter, la calligraphie. N'empêche. Cher Lionel, cher Paul, chère petite Léa, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez rencontré Nussbaumer et que moi je couche au cimetière, dans un cercueil fabriqué par un collègue, quand je pense que je n'ai jamais pris le temps de m'en faire un pour moi. C'est trop bête. De toute façon, je n'en aurai plus la force à présent. Les outils m'obéissent de moins en moins. Tout fout le camp. Enfin non, tout ne fout pas le camp. Ce qui reste à la fin d'une vie bien remplie, c'est l'amour que l'on porte, ou non, aux autres, qu'ils soient proches ou lointains. C'est peut-être même ce qui décide, à l'ultime seconde, que l'on parte pour le paradis ou pour l'enfer. Si ma théorie se vérifie, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai sûrement abouti du bon côté. Mais je ne vais pas vous écrire un sermon, je m'étais promis de faire court. Nous sommes du même sang, vous et moi, et pourtant quasiment étrangers. C'est comme cela, les choses sont ce qu'elles sont. J'ai souvent pensé à vous, j'ai prié chaque jour pour chacune d'entre vous. Mais ne le dites pas à la pasteur et au curé, ça leur fait trop plaisir. Et après, ils ne se sentiraient plus. J'ai toujours à peu près réussi à leur faire croire que j'étais athée. Nous ne sommes pas vus souvent, mais ce n'est pas pour autant que vous ne comptez pas pour moi. Une famille, ça ne marche pas forcément comme on le voudrait. Les relations n'ont jamais été très bonnes avec Martine, votre grand-mère. Elle n'a jamais aimé habiter ici à Mulbach et n'avait qu'une idée en tête, partir loin et revenir le moins possible. Il faut dire que ce n'est pas facile de vivre entre un père un peu bourru et une mère qui déraille. Peut-être ne l'a-t-elle jamais dit, mais Jeanne, votre arrière-grand-mère, avait de gros soucis de santé et faisait de longs séjours en hôpital psychiatrique. C'est aussi pour cela que nous n'avons eu qu'un enfant. Sa maladie s'est déclarée peu après la naissance de Martine. Votre grand-mère a été plusieurs fois placée en famille d'accueil, parce que je ne pouvais pas faire face tout seul, avec l'entreprise en plus. Martine en a beaucoup souffert. C'est pourquoi elle n'a jamais été très famille. J'ai bien pensé reprendre davantage contact avec vous après sa mort, mais je craignais en resserrant les liens de vous rappeler toujours sa disparition et votre peine. Alors je me suis consacré à ma petite vie pépère, à Mulbach, aux copains, aux associations. Désolé si ça vous semble égoïste aujourd'hui. Mais laissons là le passé où il est, et parlons de choses concrètes. La maison est à vous. Disposez-en à votre guise. Je veux dire, ne vous sentez obligé de rien. Je sais que votre vie se déroule loin d'ici. Je ne veux pas que ce soit une charge pour vous. Ce n'est pas un palace, mais avec tous les terrains et la boutique, elle doit quand même avoir pas mal de valeur. Faites confiance à Nussbaumer pour les comptes. C'est un vieux grigou, mais il est honnête. J'aurais voulu l'entretenir mieux, mais je n'avais pas de grands moyens. Par exemple, j'aurais voulu mettre des panneaux solaires sur le toit de la boutique, qui est plein sud. Il paraît que ça marcherait d'enfer. Vous pouvez toujours en faire un argument de vente si vous décidez de vous en séparer. Si ça devait être le cas, faites un saut dans l'atelier et regardez ce qui se trouve sous le grand drap à côté de la scie à ruban. Ce sont des choses qui vous appartiennent. Je ne les ai pas laissées là pour vous attendrir ou pour vous émouvoir, mais parce qu'elles sont à vous. J'ai voulu 100 fois les donner à une œuvre caritative, mais je les ai faites à votre intention, et du coup, elles ne m'appartenaient pas. Ce sera à vous de décider de ce que vous voulez en faire. Léa est trop grande pour en profiter à présent, mais elle aurait peut-être aussi des enfants un jour et voudra éventuellement leur donner. Pour tout le reste, ce sont que des objets.
Le plus simple est de tout virer ou de tout vendre avec la maison si vous la vendez. Si vous la gardez, mon bazar pourra vous servir au moins au début. Il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, vous arrangerez à votre goût. Si vous habitez la maison, faites gaffe. L'électricité est dépassée et un peu capricieuse. Et il faudrait vérifier la terre, installer un interdifférentiel. C'est ce que je vois de plus urgent. Bon, voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. De toute façon, je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant. J'ai écrit quelques bouquins. Vous trouverez des manuscrits aux 4 coins de la maison. Ce ne sont que des romans. Ils ne parlent pas forcément de moi. Mais si vous les lisez, ils nous permettront quand même de faire un peu connaissance. À part ça, je ne pense pas que ça vaille grand-chose. Même si Nussbaumer s'est mis en tête de me faire éditer. Soyez heureux, vivez en paix, prenez soin de la planète car nous n'en avons qu'une. Je vous embrasse tendrement, Émile. PS. Ah, j'oubliais. Il y a de très beaux arbres fruitiers dans le verger. Ça serait vraiment dommage de les couper ou de les arracher. Il faut un quart de siècle pour en arriver là. J'aimerais bien que d'autres après moi puissent encore se régaler de mes fruits. Pour tout le reste, vous avez carte blanche, mais faites gaffe aux arbres. Hein. PS 2. La 2 chevaux bouffe pas mal d'huile. N'oubliez pas d'en remettre régulièrement, sinon elle ne vous emmènera pas loin. C'est Léa qui finit par briser le long silence qui ponctua la lecture. C'est dingue. C'est lui qui pense avoir agi en égoïste, juste parce qu'il n'a pas été constamment sur votre dos. De toute façon, ça aurait été l'horreur avec ta mère. Il a sûrement bien fait de ne pas forcer les choses. Tu savais que ta grand-mère était folle ? Non, je l'apprends à l'instant. Je comprends maintenant pourquoi ma mère ne me parlait jamais d'elle. Et si tu me montrais les vergers ? Lança Léa en sautant du coq à l'âne. Apparemment, Émile y tenait beaucoup. J'aimerais bien les visiter. Sais-tu où ils se trouvent ? Il y en a un derrière la boutique, mais je crois que ce n'est pas le seul. Il faut que je consulte les plans. Nussbaumer les a sûrement joints au dossier. Un quart d'heure plus tard, armés de vieilles bottes trouvées dans un cagibi, Paul et Léa faisaient le tour du propriétaire en se bousculant joyeusement pour se précipiter mutuellement dans les flaques ou pour se faire dégringoler dans les fourrés. À les voir, on aurait pu croire qu'ils avaient toujours habité le coin, que leur entente n'avait jamais connu la moindre faille. C'est en tout cas ce que se dit Joël, la voisine, en les voyant ainsi s'amuser depuis la fenêtre de sa cuisine.